Franca se fondait dans l'ombre et se déplaçait silencieusement dans l'ombre, les yeux fixés sur le couloir éclairé pourpre. Elle a même commencé à soupçonner que Sienne n'avait pas réussi à la trouver et avait demandé l'aide de Madame la magicienne pour téléporter Gardner Martin. Sinon, comment aurait-il pu disparaître sans qu'elle s'en aperçoive? Le 3e étage de la villa blanc grisâtre est resté immobile. Franca écoutait attentivement, ayant l'impression d'être la seule à rester dans le bâtiment. Le majordome, le valet de chambre, la femme de chambre, le jardinier et le chef semblaient avoir disparu dans les airs. Elle s'approcha prudemment de la chambre du voiturier, étendant sa paume droite et tournant silencieusement la poignée. Grâce à sa vision sombre, Franca a repéré 2 personnes allongées sur le lit, enveloppées l'une dans l'autre et recouvertes d'une fine couverture. Presque simultanément, les pupilles de Franca se sont dilatées. Ils étaient tous les 2 sans tête, leurs cous blottis l'un contre l'autre, leurs blessures tachées de sang. Initialement surprise, Franca se souvint de la description faite par Ciel du superviseur de l'ordre de la Croix de fer et de sang, Olson. Elle soupçonnait que le valet de chambre de Gardner et son amant avaient vécu une situation similaire. Leur tête avait apparemment pris vie et avait quitté leur corps. Sans autre examen minutieux, elle ferma doucement la porte et se fondit dans les ombres denses de l'escalier. Franca voulait voir si quelqu'un d'autre dans le bâtiment avait subi le même sort. En descendant dans le hall du 1er étage, ses yeux se figèrent. Les armures et les armes qui s'y trouvaient avaient disparu. Quel changement radical! Putain, comment je ne l'ai pas remarqué du tout. Franca, qui avait confiance en ses capacités, son expérience et ses réactions, ne pouvait s'empêcher d'hésiter. L'instant d'après, la porte des toilettes du 1er étage s'est ouverte et une femme de chambre vêtue d'une vieille chemise de nuit est apparue. La servante secoua le liquide dans sa main et retourna lentement vers les quartiers des domestiques, la tête vide et le cou taché de rouge. Cachée dans l'ombre, Franca jeta son regard par la fenêtre. Les 2 gardes en patrouille avaient également perdu la tête, et l'ombre reflétée dans le verre ressemblait à une bouteille de bière agrandie. Franca, après avoir grossièrement confirmé la situation au 11 rue des Fontaines, n'hésite pas et s'enfuit rapidement de la villa. Elle prévoyait de signaler cela à Madame le jugement immédiatement et d'utiliser la figurine de la démone primordiale pour informer Brand Sauron et la démone de Black Clarice de l'anomalie ici. Ce dernier nécessitait un rituel. Franca craignait que tenter de le faire dans ce bâtiment anormal ne déclenche des changements inutiles et n'entraîne un danger imprévisible. Elle a donc décidé de s'échapper de l'environnement anormal avant de prendre les mesures correspondantes. Dans l'obscurité de la nuit, la déesse du plaisir se cachait dans l'ombre d'une maison vide. Elle sortit du bâtiment par le côté et fit le tour de la pelouse devant elle. Sous trêve, Blazing Danit s'ouvrit avec force la porte en pierre. Derrière eux, ils trouvèrent une petite mine, avec 3 lampes à huile classiques encastrées dans le mur de pierre, une haute et 2 basses. Au centre de la mine, un escalier descendait dans l'obscurité. Le fond était caché dans l'ombre, semblant sans fin. Danitz a rétracté son poing et a tourné son corps, faisant signe à la 20aine de marins qui le suivaient d'entrer dans la mine et de coopérer. Parmi eux se trouvaient des chasseurs chargés d'observer l'environnement et de détecter les pièges cachés et les traces subtiles. Les voyants utilisaient des lancers de pièces de monnaie ou des pendentifs en cristal pour déterminer la direction et le danger de la poursuite. Un marin de mi-séquence était prêt à aider ses coéquipiers et à gérer tout incident. Grâce à cette coordination, l'équipe de Danitz s'est rapidement frayé un chemin à travers les escaliers et le tunnel, et leur vision s'est soudainement éclaircie. Ils se sont retrouvés dans une grotte creusée, parsemée de nattes de paille, de chiffons, de pots de poterie et d'autres objets. Danitz a scanné la zone et a ri. C'est devenu une cache d'armes. Il n'y a pas si longtemps, des dizaines de rebelles vivaient ici. Son regard se tourna vers l'extrémité de la grotte de la carrière, où un large tunnel menait vers une destination inconnue. Un marin debout à côté de Danitz a claqué sa langue et a remarqué. Il devrait y avoir de nombreuses cachettes militaires similaires à proximité. Les principales forces rebelles dirigées par les Carbonari sont-elles toutes ici? Je ne suis pas aveugle. Je peux voir. Blazing Danitz nodded. La question est maintenant, où sont-ils allés? Le chaos est-il sur le point de commencer? Dans le quartier du marché, à l'auberge du Coq Doré, salle 305, Anthony Reed a été réveillé par le tremblement de terre précédent. Depuis son évasion cette nuit-là, il était devenu sensible à divers mouvements, mais pas aussi craintif que lorsqu'il entendait des coups de feu. Étant donné les signaux dangereux fournis par les renseignements dont ils avaient discuté plus tôt, il ne pouvait pas s'endormir rapidement. Anthony Reed sortit du lit et se versa un verre de bière légère pour apaiser son anxiété. Après avoir utilisé placate sur lui-même, il avait l'intention de se forcer à dormir un peu plus longtemps. À ce moment-là, il a entendu des coups à l'entrée du motel. Qui revient si tard le soir? Cela semble un peu urgent. Anthony Reed écoutait attentivement, sentant que quelque chose se préparait en secret. Peu de temps après, des pas se sont approchés de sa porte, et Anthony Reed l'a immédiatement ouverte pour regarder dans le couloir faiblement éclairé. Il a repéré un homme impatient vêtu d'un uniforme et d'une casquette d'ouvrier gris-bleu. C'était un informateur qu'il avait développé sur les quais. Que s'est-il passé? Anthony Reed a demandé d'une voix calme et douce. Après avoir été apaisé, l'anxiété de l'informateur s'est dissipée et il a soigneusement regardé autour de lui avant de baisser la voix. Il y aura une énorme grève sur les quais demain.
La rumeur court que des armes seront distribuées. Armes émises. L'esprit d'Anthony Reed s'est instantanément rempli d'images de barricades, de bombes incendiaires, de grenades fumigènes, de fusils et de chariots à 2 roues symbolisant le chaos de Trèves. À Trèves, en raison de la forte résistance des citoyens et de leur aptitude aux manifestations et aux combats, de tels événements n'étaient pas trop inhabituels, se produisant tous les 2 ou 3 ans, parfois même 2 ou 3 fois par an. La seule différence résidait dans leur échelle. Cependant, compte tenu de la situation critique précédant une catastrophe terrifiante, une frappe massive distribuant soudainement des armes a amené Anthony Reed à envisager la possibilité qu'elle ait été préméditée et fasse partie de la catastrophe imminente. L'intermédiaire d'information a produit un louis d'or et a dit à l'informateur : « Vos informations sont très importantes. Trouvez une excuse pour ne pas aller au quai demain et vous cacher chez vous. » Instinctivement, l'informateur mordit le rutilant louis d'or, fit de joyeux adieux à Anthony Reed et quitta l'auberge du Coq Doré. Anthony ne perdit pas de temps et descendit rapidement au 2e étage, arrivant dans la chambre de Lumian. Il a frappé légèrement à la porte en bois de la chambre 207, mais comme le son se répercutait, il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. C'était si silencieux, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Anthony Reed s'arrêta et fronça les sourcils. Dans le monde de la peinture, le soleil couchant éclairait la rue Anarchy, gardant le ciel lumineux. Lumian et Jenna se précipitèrent devant les réverbères à gaz cassé et sprintèrent vers l'avenue du Marché. Ils ne savaient pas quand la salle 7, où résidait la famille de voisins Sanson, découvrirait leur destination de téléportation. Leur objectif était d'atteindre le trou noir représentant la salle de bal brise avant que l'autre partie ne puisse à nouveau les verrouiller. De cette façon, même si leurs autres plans échouaient ou ne pouvaient pas être achevés à temps, ils avaient encore une dernière option, entrer dans le trou noir et tenter leur chance pour voir où il apparaîtrait. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Lumian fit avancer Jenna et l'avenue du Marché apparut. Il attrapa l'épaule de Jenna et cracha des flammes cramoisies de son corps, les enveloppant tous les deux dans une énorme boule de feu. La boule de feu s'est précipitée vers l'avant avec une vitesse incroyable. Lumian a conduit avec force Jenna sur une distance de 7 à 8 mètres vers l'intersection de la rue Anarchy et de l'avenue du Marché. Au cours de ce processus, Jenna, contrairement à Lumian, n'était pas à l'abri des flammes. Ses cheveux et sa peau étaient roussis, mais elle ne luttait pas violemment. Au lieu de cela, elle a rétréci son corps et a créé du givre pour résister aux flammes pourpres, atténuant ainsi la douleur. En un clin d'œil, ils atteignirent le bord de l'avenue du Marché. De là, ils avaient une vue dégagée sur la salle de bal brise au loin et dans l'obscurité totale. Cela a permis à Lumian d'identifier sa destination sans avoir besoin de coordonnées. Ce qu'il a vu, c'était l'endroit où ils allaient arriver. La marque noire sur son épaule droite émettait à nouveau une faible lumière. Traversée du monde des esprits. En un instant, Lumian et Jenna apparurent à côté de l'obscurité. À ce moment-là, un mur cristallin s'est matérialisé devant eux. Elle s'étendait vers le haut, enfermant toute la salle de bal brise comme un couvercle transparent. Lumian et Jenna ont inconsciemment levé les yeux et ont vu 2 silhouettes dans les airs. L'une d'elles était une jeune femme portant un béret bleu, une chemise blanche nouée et un pantalon sombre. Son gilet beige était ouvert et son corps était couvert de peinture. Ses cheveux orange étaient courts et ses yeux jaunes étaient profonds et éthérés, comme s'il cachait un monde. L'autre homme, dans la trentaine, portait une tenue similaire mais avec un pantalon rouge pour le bas du corps. Il avait des traits doux, des sourcils clairs et des yeux bleus lointains et éthérés. Il tenait toujours un pinceau épais à la main, avec une palette de peinture principalement utilisée. Derrière eux, une paire d'ailes translucides ressemblant à des libellules battait doucement, les aidant à planer dans les airs. Peintre. C'est Pixie. Lumian et Jenna ont immédiatement spéculé. L'homme regarda Lumian avec surprise et parla d'une voix qui semblait venir de loin. Bienvenue à l'auberge, Chambrun. Salin. Les yeux de Lumian se figèrent. Salin. Jenna ne put s'empêcher de se tourner vers son compagnon sous le choc.